20 août 2018, 9 heures chez vous, 9 heures dans vos maisons, 9 heures au Bénin en particulier, peut-être pas dans les régions où vous vous trouvez à travers le monde. Il n'en demeure pas moins que nous fonctionnons sur l'heure béninoise et c'est à cette heure-là que Matin d'Éden s'incruste chez vous et essaye de vous apporter un minimum d'informations, vous fait un débat et puis vous apporte de la bonne humeur sur les thèmes que nous essayons de développer autour de cette émission. Ce jour, nous avons le plaisir de parler d'un sujet qui ne vous laisse certainement pas indifférent, c'est la rumeur publique au Bénin, la rumeur qui tue et qui ressuscite les personnalités politiques à un point fini dans notre pays. C'est ce dont nous allons parler et donc c'est une question sociologique qu'il sera nécessaire de débattre au cours de faits croisés. Ce jour, c'est mort et résurrection des personnalités politiques béninoises quand la rumeur tue au Bénin. Vous savez très bien, dans l'actualité, Rosine Vieira-Soglo, ancienne première dame du Bénin, elle a été donnée pour morte en Europe suite à une maladie. Or, Rosine Soglo, elle est bel et bien vivante et ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. De nombreuses personnalités politiques béninoises et même du monde du showbiz sont régulièrement déclarées mortes. Nous allons essayer aujourd'hui, avec la présence d'un philosophe sur le plateau en face d'un spécialiste de la communication politique et qui également s'intéresse un peu à la sociologie. Nous allons essayer de comprendre pourquoi ici au Bénin, on a cette propension à tuer, entre guillemets, nos hommes et femmes politique. En tout cas, avant d'en arriver là, vous le savez, Matin d'Éden, c'est un ensemble de rubriques. Nous commençons toujours par la une des journaux, nous en passons par le bulletin de l'information et puis nous interrogeons un conducteur de taxi moto Zémidjan qui nous donne son point de vue, sa lecture de l'actualité du moment ou d'un fait de société. Pour donc meubler cette émission et à mes côtés, j'ai deux personnes, les deux qui habituellement les lundis se retrouvent avec moi. Il s'agit bien entendu de Corneille Aïssé. Corneille, bonjour. Bonjour, James William Bagidi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aristide Setti, bonjour. Donc avec vous, ce sera dans un instant la une des journaux. En face de vous, vous l'avez salué et vous l'avez dévoilé sa présence. C'est Aristide Setti. Bonjour Aristide. James William Bagidi, bonjour. Bonjour Corneille Aïssé. Bonjour aux amis téléspectateurs de Eden TV. Aux auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Les auditeurs de la 102.3 Diaspora FM qui nous ont effectivement passé le mot par rapport à ce sujet que nous proposons aujourd'hui, mort et résurrection des personnalités politiques béninoises quand la rumeur tue au Bénin. Si vous avez des sujets de cette nature-là à nous proposer, des sujets sociologiques, des sujets de développement pour meubler le débat fait croisé, ce n'est pas un problème. Envoyez-nous simplement ces thèmes et quelques explications, quelques points de vue que vous avez peut-être sur le sujet à notre adresse email rédaction Eden TV en un seul mot, rédaction Eden TV en un seul mot, @gmail.com. Voici donc maintenant le moment du bulletin d'information avec Corneille Aïssé. Corneille, à vous maintenant. La revue des titres ce matin d'Éden ce lundi 20 août 2018. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous le matin pour démarrer cette revue des titres. Pour garantir des soins de qualité aux populations, Talon poursuit la réforme du secteur de la santé. Pour des élections de qualité au Bénin, le BMP engage l'œuvre de salubrité publique. Et puis, carnet noir, la FJPMB pleure Donatien Bagidi, un confrère du quotidien L'événement précis, décédé jeudi dernier. On va poursuivre avec la revue des titres. Cette fois-ci, c'est la presse du jour. La presse du jour, ralliement tous azimuts à la mouvance politique. Talon va surprendre. Évaluation à mi-parcours du PTA 2018.
de la mairie de Semekbodji, Charlemagne Ronfort appelle ses collaborateurs à redoubler d'efforts. On reste avec la presse du jour qui titre également en prélude à son plébiscite à la FBF. Mathurin de Chacus annonce ses réformes pour le football béninois. À lire dans la ligne du quotidien la presse du jour, page 6. Le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info, retour sur l'entretien du chef de l'État la veille du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Talents engagés à Séni, le secteur de la santé. Les blouses blanches sont invités à plus de conscience professionnelle. Autre titre à lire aussi avec le quotidien Le Soleil Bénin Info. Wedo, commune d'Abo Menkalavi, le CA Pierre Bignon dans une mafia domaniale. Baccalauréat 2018, la session de remplaçage où la session de rattrapage démarre ce jour. Nous annonce le quotidien Le Soleil Bénin Info qui titre aussi hommage à un grand homme de la culture. Talon décerne un prix à la mémoire de Oscar Kidjo. À la suite du quotidien L'Informateur, on retrouve, à la suite plutôt du quotidien Le Soleil Bénin Info, on retrouve L'Informateur. L'Informateur qui titre nouveau code électoral, des innovations pour une vraie république, des innovations pour une vraie république, sécurité et paix à Kpaou. Le conseil local est au nom de Zungudo officiellement installé. C'est allié avec l'Informateur. Polémique autour des herbicides à base de glyphosate, nécessité de recentrer le débat selon le quotidien L'Informateur de ce lundi. On retrouve après L'Informateur, nous allons retrouver maintenant pour le compte de cette revue des titres un autre quotidien de la place. Un autre quotidien de la place est tellement pour continuer cette revue des titres sur Matin d'Éden. De toute façon, on retrouve le confrère de la matinée. Le confrère de la matinée, après le quotidien L'Informateur, on va retrouver, je dirais plutôt les pharaons. Le quotidien Les Pharaons, plutôt, qui titre ce matin Réforme sanitaire. Talent présente le plan de réorganisation du secteur pharmaceutique. C'est à lire en page 3 du quotidien Les Pharaons. On poursuit avec Les Pharaons qui titre aussi assez à l'eau potable pour tous. Talent relève le challenge dans le zoo. Talent relève le challenge dans le zoo. On retrouve maintenant le confrère de la matinée. Le quotidien, le confrère de la matinée, commissaire du match de Ligue des champions 2018 à Source samedi. Le virtuel président de la FBF Mathurin de Chacus fait preuve de charisme et d'autorité. Beniviti Vici, un passage à la télé qui relève et raffermit davantage l'homme. C'est tous les détails à retrouver dans le quotidien, le confrère de la matinée. Évaluation diagnostique des enseignants de la maternelle et du primaire. Le gouvernement Talon fonce malgré le flop. C'est aussi à lire à la une du quotidien. Le confrère de la matinée, l'autre vision de ce lundi. Nouvelle mesure contre les faux médicaments. Talent intensifie la veille pour la sécurité des Béninois, des laboratoires pharmaceutiques attendus au Bénin dans le contrôle des médicaments. En lice pour les législatives de 2019 dans la 6e circonscription électorale. Claudine Prudencio donne de l'insomnie à ses détracteurs politiques. En lice pour des législatives de 2019 dans la 6e circonscription électorale. Claudine Prudencio donne de l'insomnie à ses détracteurs. C'est à lire avec l'autre vision. On poursuit toujours pour le compte de cette revue et des titres. On va certainement poursuivre, retrouver notre quotidien de la place pour la suite de la revue des titres. Ce matin d'Éden, l'actualité toujours ce matin d'Éden, quelques petits soucis techniques, mais j'espère que tout pourra aller bien. On va retrouver maintenant l'événement précis décès de Donatien Baguidi, chef desk à culture. L'événement précis perd un journaliste talentueux, une vie si courte, si riche et si accomplie. Témoignages émouvants des responsables et personnels du journal, journalistes et acteurs culturels, personnalités politiques et autres. Le Donatien Baguidi, un livre de condoléances ouvert dès ce lundi au siège du quotidien. Tous ces détails à propos de notre confrère qui nous a laissé, notre confrère de l'événement précis à retrouver dans les lignes du quotidien. L'événement précis de ce lundi, unique candidat aux élections à la FBF de Chacus s'engage à remettre le football béninois sur les rails. De Chacus s'engage à remettre le football béninois sur les rails. La dépêche, le quotidien, la dépêche institutionnelle
l'adoption d'une cour de répression des infractions économiques et du tourisme. La loi sur la grite viole les principes généraux de la procédure pénale. Selon le quotidien, la dépêche qui ajoute sa crainte. On va rester avec ce même quotidien qui titre aussi asphaltage des rues sous la rupture. Le FSP dénonce le coût onéreux du projet comparé à la sous-région. On va maintenant boucler cette revue des titres avec la une du quotidien Palabre au quotidien. Le quotidien Palabre au quotidien qui titre ce matin nomination d'un agent ayant détourné une grosse somme à la mairie de Boïcon. Luc Atropos en déphasage avec la vision de Patrice Talon. Le chef de l'État doit siffler la fin de la pagaille selon le quotidien Palabre au quotidien. Et c'est avec Palabre au quotidien que nous allons certainement mettre un thème à cette édition. Mais Palabre au quotidien nous annonce que la fête du Tabaski 2018 aura lieu demain mardi 21 août 2018. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Koné Issé. On aura compris que votre ordinateur vous aura créé quelques petits soucis ce matin. Nous en excusons auprès des téléspectateurs et bien sûr auprès des auditeurs qui étaient encore moins certainement dans la compréhension de ce qui se passait, se jouait sur ce plateau. Alors, quelques sujets que nous avons entendus ce matin. D'abord, première chose, il est opportun de rendre un hommage mérité à notre confrère Donatien qui est parti trop tôt. Tout à fait. C'est une perte lourde aussi, non seulement pour l'espace médiatique béninois, mais également pour la culture, parce qu'il fait beaucoup. Il était invité plusieurs fois sur ce plateau d'ailleurs. Tout à fait. Ça nous a surpris un peu, mais qu'est-ce que nous voulons? Ça arrive comme ça à la mort et il faut être prêt à tout moment. Simplement que d'autres quand même puissent prendre la relève au niveau du quotidien pour le bien de la culture béninoise, parce que les journalistes spécialistes, ça manque un peu dans notre pays, dans les rédactions. On aime faire de foutu, on aime faire du tout à la fois, alors que normalement, c'est la spécialisation qui vous permet d'être reconnu, qui vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, des journalistes qui se spécialisent et qui font preuve de cela. Et les productions de ces journalistes attestent de ce que, voilà, c'est des journalistes qui sont engagés dans des domaines donnés et qui vraiment militent dans ces domaines-là. Il faut donc les encourager, les féliciter. Mais on va dire nos condoléances à la famille éplorée, mais également à l'événement, un quotidien événement précis, et à toutes les ligues et associations de presse au Bénin. Merci à vous, puisque je fais partie de la famille éplorée. En tant que Baguidi, c'est vrai, nous n'étions pas très proches, mais c'est un cousin. Pour cette raison, j'accepte au nom de la famille, de la très grande famille Baguidi, très grande collectivité Baguidi, les condoléances que tous ceux qui en ont parlé, qui m'ont abordé, nous ont présenté. Il y a d'autres sujets, notamment au niveau de la Fédération béninoise de football. Il semble que M. Dechacus, pas grand favori pour reprendre le flambeau du football béninois. Est-ce que vous avez espoir que le football béninois va pouvoir se relever enfin si un homme, guillemets, nouveau, parce qu'il n'est pas tout à fait nouveau dans le système, mais un homme nouveau prend enfin la tête de la fédération après les années que nous avons connues d'incertitudes et de problèmes? J'ai bien peur que mon amour pour le football, après avoir été déçu plusieurs fois par les écureuils et surtout par l'organisation autour des écureuils, je sois vraiment capable de pouvoir analyser avec toute objectivité à cette question-là. Mais je dis, il ne faudrait pas que les acteurs du football nous enrôlent une fois encore dans la farine. Il ne faudrait pas qu'après Anjorin Moucharafou, qui, vous le savez très bien, a pris la fédération à un moment donné comme étant, c'est moi qui le dis ainsi, tout ce que je constate comme étant une propriété privée où il y a tellement de manigances tout autour. Quand vous suivez un peu, après à Diagodo Matin, il y a eu Anjorin Moucharafou, et sous à Diagodo Matin, le Bénin s'est qualifié pour la première fois d'ailleurs Tunisie 2014. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les acteurs ne se sont jamais entendus autour du Curon. Il y a eu d'autres qualifications. Oui, mais les qualifications que nous avons eues par la suite, on est allé produire quel football? C'est ça justement le problème. Aujourd'hui, tous les pays qui nous entourent, regardez le Togo qui a pu déjà participer à la phase finale d'une Coupe du Monde. Vous voyez aujourd'hui le Niger qui fait beaucoup de prouesses, le Burkina Faso à côté de nous, le Nigeria. On ne peut pas être quand même entouré de ces pays, de ces grandes nations de football et que nous retrouvions avec encore ce football à un niveau vraiment amateur. Je dis,
il faut que les acteurs, une fois maintenant, s'entendent réellement et que Deschacus, aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus de candidat, il est pratiquement le seul. On l'a suivi le week-end sur la télévision nationale avec toutes les réformes qu'il entend apporter. Donc, moi, je dis, le peuple, aujourd'hui, les regarde, silencieux, et on verra ce qu'ils feront. Maintenant, je voudrais quand même compter aussi sur l'implication, je ne dirais pas l'ingérence, mais l'implication du pouvoir en place et la volonté du régime en place pour réorganiser les choses. Parce que j'ai senti quand même que après l'arrivée du talent, il y a des tentatives de réunification du secteur. Après l'arrivée du talent, il y a quand même des démarches qui montrent quand même que nous avons un pouvoir aussi qui en a marre avec ce désordre au sein du football béninois et que ça va être de nouveaux jours pour le football béninois certainement les mois et les années à venir. Parce que les Béninois aiment le football. Les Béninois aiment le football et nous aimons beaucoup le football et nous rêvons voir notre équipe quand même aussi dans l'arène des grandes équipes. Pourquoi pas aller à la CAN, pourquoi pas aller au Mondial, même si pour le moment ça reste un peu utopique à mon avis. Voilà, puis je vais vous poser quand même une question sur le sujet du jour sur faire croiser. Roselyne Soglo, donnée pour morte, elle est quand même rentrée au pays bien vivante. Qu'est-ce que vous pensez de vous, de ces nombreuses rumeurs qui tuent et retuent, si vous permettez le néologisme, les personnalités politiques, les personnalités publiques en général dans notre pays? Moi, je ne sais pas toujours... Qu'est-ce qui passe par la tête ces gens qui intoxiquent de cette façon? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une stratégie pour annoncer autrement le retour de Viera Soglo? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Moi, je n'arrive pas à comprendre que des gens aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les technologies puissent quand même donner de fausses informations sans prendre la peine de pouvoir les relayer. Je me rappelle encore ce 3 août, on était en train de chercher dans tous les sens, à vérifier l'information, parce qu'on avait reçu l'information, et beaucoup l'ont relayé, et on s'est dit, mais est-ce qu'il fallait passer cette information-là? On a commencé à appeler ICYZ jusqu'à un moment où on a été quand même informé que c'était quand même une rumeur. Alors pourquoi on annonce des personnalités mortes alors que ces personnalités n'avaient aucun problème? C'est arrivé aussi avec le président, l'ancien président Nicéphore Soglo, rappelez-vous, et encore avec quelle chaîne? Avec quelle chaîne encore? Donc je ne sais pas pourquoi des champions d'intoxication aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, parce que c'est rapide, c'est facile, c'est vite allé. Et je ne sais pas pourquoi et ça arrive comme ça. Aujourd'hui, nous avons des instruments juridiques qui répriment ces genres de comportements. Et moi, je vais dire, les presses aussi qui s'en servent très rapidement, qui ne cherchent pas à vérifier. Il ne faut pas que ces presses tombent dans le piège. Parce que c'est arrivé, il y a des presses qui l'ont annoncé aussi, surtout les presses en ligne. Les presses en ligne qui l'ont annoncé aussi. Voilà, donc je crois quand même que c'est regrettable que ça arrive ainsi. Mais de toute façon, l'honorable Viera Soglo est de retour. On l'a vu, on a suivi ses premières déclarations. Il compte quand même, malgré la fragilité de son état de santé, continuer et finir son mandat à l'Assemblée nationale. Et certainement, les débats vont prendre d'autres tournures. On a eu à le dire ici, même si ce ne sera peut-être pas plus les mêmes verves, la même énergie qu'elle va pouvoir continuer. On se souvient comment elle donnait des tacles au président Mathurin Nango, avant le président Mathurin Nango, au président Amoussou, au président Humbedi. Elle a quand même fait vivre le mati à chacun des présidents de l'Assemblée nationale depuis cette législature. C'est une personnalité politique à décorer avant certainement ce qui arrivera peut-être après. Il ne faudrait pas que ça soit après qu'on commence par non. Il faut que des sons vivants déjà, qu'on la décore, que la nation le reconnaît aussi ses mérites parce qu'elle a joué un grand rôle dans la vie politique de ce pays. En effet, elle a joué et elle continue. Espérons qu'elle jouera encore longtemps ce rôle-là. Merci à vous, Koné Issé. Merci à vous pour cette présentation quelque peu laborieuse, c'est vrai, mais de la une des journaux sur Matin d'Éden. Vous l'avez du mérite d'y être parvenu. Nous continuons cette émission et je vous signale que le conducteur de taxi moto Zémidjan, lui aussi s'est prononcé sur le retour au bécail de Roselyne Viera Soglo. Vous allez le suivre dans un moment, mais en attendant, c'est le bulletin d'information que nous propose Aristide Setin. Voici le BI sur Matin d'Éden.
Le recommandement de la police républicaine a fait ce dimanche 19 août le déplacement sur Porto Novo où il a tenu une séance de travail avec les acteurs de la chaîne sécuritaire de la capitale, suivie bien sûr d'une conférence de presse. L'objectif de cette assise est d'analyser l'insécurité grandissante qui règne dans ce département et de réévaluer le dispositif sécuritaire mis en place afin de le renforcer aux besoins. Le haut commandement de la police républicaine est revenu également sur le braquage du jeudi 16 août 2018 qui a coûté vie à une compatriote à Porto Novo. Suivons le point avec Cano François Ngberento et Denis Marouya. Journée dominicale spéciale ce dimanche 19 août pour les responsables des unités de la police républicaine du département de l'Ouémé. La raison, ils ont reçu la visite du haut commandement de la police républicaine avec à sa tête son directeur général pour une séance de mise au point. Cette dernière fait suite au braquage survenu le jeudi 16 août dans les encablures de Wando, un quartier de Porto Novo où une dame a été dépossédée d'une importante somme d'argent avant d'être assassinée. Il s'agit d'un braquage sanglant qui a eu lieu dans les encablures de Wando et qui a été très fatal parce que ce braquage a coûté la mort à une de nos compatriotes. Et donc, au regard de la gravité des faits, tout le commandement de la police républicaine, malgré que ce jour soit dimanche, le haut commandement, disais-je, a décidé de faire le déplacement de Porto Novo pour venir faire une séance de travail avec tous les responsables des unités de police du département de l'Ouémé afin de faire une analyse approfondie de la situation, réévaluer le dispositif sécuritaire en place et pour résolument prendre le contrôle de la situation. Nous sommes engagés, et ça je le répète, nous sommes engagés à procurer, quoi qu'il en coûte, la paix et la sécurité à nos concitoyens, même si c'est au prix de nos vies. Ayant à cœur la sécurité des personnes et des biens, un communiqué signé du directeur départemental de la police républicaine fait état de l'importance des informations crédibles que rapporteront les citoyens afin d'arrêter ces 10 malfrats. Nazer Onompé, directeur général de la police républicaine, revient là-dessus. Chacun doit savoir qu'il a le devoir de renseigner les services de la police républicaine. La rétention d'informations criminelles ne pourra vraiment pas nous aider à sortir de l'auberge. Toutes les fois que vous avez des informations, n'hésitez pas. Et j'ai été très heureux de l'avis de recherche qui a été lancé par le directeur départemental de la police républicaine de l'Ouémé, qui invite tout citoyen qui a des informations crédibles sur les auteurs, co-auteurs, complices ou commanditaires de ce drame qui a été perpétré à Wando. Donc, que toute personne qui détiendrait des informations, que ces personnes se rapprochent des services de sécurité. La quiétude étant primordiale pour la libre circulation des personnes et des biens, de nouvelles orientations sécuritaires sortiront de cette assise pour que la sécurité puisse régner en maître non seulement dans le département de l'Ouémé, mais dans tout le Bénin. Réaliser une autoroute devant relier les 5 continents du monde, c'est le nouveau défi que veut concrétiser le rêve d'un monde de paix. 130 pays, dont le Bénin, se sont déjà impliqués dans ce projet afin de pouvoir réaliser la paix au plan national. En prélude à un sommet qui se tiendra en novembre prochain à Cape Town, en Afrique du Sud, l'appel a été lancé aux dirigeants du monde ce 17 août 2018 dans 194 pays. Au Bénin, c'est la commune d'Aplakoué qui a abrité les manifestations officielles. Le point, c'est avec Jonas Bouchi.
Une caravane d'Azové à Aplahoué avec en tête de peloton le directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports pour ensemble avec les artisans de la paix matérialiser la route de la paix afin de mieux promouvoir un monde paisible à partir de l'Afrique. Le maire d'Aplahoué, Sylvain Darouet, s'en réjouit tout particulièrement parce que sa commune vient de vivre, selon lui, le succès d'un remède très efficace contre les maux du monde. Aujourd'hui, nous parlons de la paix. Celui qui est malade n'a pas la paix. Celui qui souffre n'a pas la paix. Là où il y a bagarre, il n'y a pas la paix. Là où il y a le vol, il n'y a pas la paix. Là où il y a le chômage, il n'y a pas la paix. Et c'est ce qui fait que je nomme l'événement de ce jour sérum pour guérir les maux qui minent nos populations. Mais comment peut-on parvenir à faire régner la paix dans le monde entier? Le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, Honoré Anagonou, s'explique. Il va falloir que les couples soient en paix. Les couples avec leurs enfants soient en paix. Il faut que la société soit en paix, que la nation béninoise soit en paix et que le monde soit en paix. C'est l'élément fondamental. Connecter le Bénin au reste du monde à travers la paix, c'est le thème de la présente manifestation qui se déroule simultanément dans 194 nations du monde. Très heureux que ce soit son département qui abrite cette cérémonie au plan national, le préfet du Koufo expose la condition sine qua non pour la réalisation de cette connexion. Pour que le Bénin soit connecté au monde entier à travers la paix, le Bénin doit être lui-même en paix. Partout, la paix doit régner. Autrement dit, on ne pourra pas réussir la connexion. La paix, c'est le couloir, c'est le boulevard pour aller à l'essentiel. Déjà, de façon matérielle, on a parlé de l'autoroute qui doit relier le monde à lui-même. On doit prier pour que ce projet se réalise. Pour que cette promotion de la paix ne se résume pas à de vains mots, les initiateurs entendent la matérialiser par la réalisation d'une autoroute à l'échelle mondiale. Une autoroute qui sera balisée de part et d'autre, sécurisée, avec l'accord de tous les gouvernements. Et cette autoroute doit commencer en Afrique du Sud, au Cap de Bonne-Espérance, doit traverser toute l'Afrique occidentale, rejoindre l'Europe, passer par l'Asie, joindre la Corée et le Japon et connecter l'Amérique à la Russie. Cela veut dire que tous les continents seront reliés par ce grand projet. Une belle initiative qui, pour passer du rêve à la réalité, mérite la contribution de tout un chacun. Et cela y va de la paix dans le monde. Intéressons-nous à l'éducation à présent. 38 Béninois pourront poursuivre leurs études en Chine. Une volonté de la République populaire de la Chine qui a offert 38 bourses de formation en Chine à ses étudiants. Les récipiendaires ont reçu ce vendredi leur lettre d'acceptation et leur billet d'avion. C'était à l'ambassade de Chine et Laurent Roland-Toniquès, Romaric Devouchi y était. 38 Béninois bénéficient des bourses d'études en Chine pour le compte de l'année académique 2018-2019. La cérémonie de remise de lettres d'acceptation et de billets d'avion s'est déroulée ce vendredi 17 août 2018 dans les locaux de l'ambassade de Chine au Bénin en présence de Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 1972, l'enseignement supérieur est une priorité pour la coopération entre les deux pays. À partir de 2006, le nombre de bourses a été revu à la hausse. L'éducation est un droit élémentaire de l'homme. L'éducation peut aussi faire changer le destin. Une bourse en Chine va vous faire partir, vous faire aller à un pays aussi loin comme la Chine, aussi différent comme la Chine. Il ne faut jamais oublier que vous êtes des Béninois. Partout où vous allez, vous représentez des images de votre pays. Vous devez aussi être des pionniers à retourner
à construire votre pays, votre patrie, votre nation. Les domaines de formation pour les bourses sont variés et concernent le commerce international, les sciences environnementales, les sciences sociales, la gestion touristique, la sécurité informatique, les relations internationales et bien d'autres. La ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Tanasso, a remercié le gouvernement chinois et félicité les récipiendaires. Elle a par ailleurs rappelé aux boursiers qu'ils devront rentrer au Bénin après leur formation pour construire leur pays. Dans les tout prochains jours, vous allez découvrir avec un émerveillement certain un pays travailleur qui, sous l'impulsion de son gouvernement, affronte et relève au quotidien de nombreux et grands défis et devient par ce fait même une puissance désormais respectée et de plus en plus redoutée. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et une détermination à revenir construire votre pays parce que vous ne serez pas en Chine si la Chine n'avait pas été construite par les enfants chinois. Je voudrais, pour terminer mes propos, exprimer mes sincères remerciements à l'ambassade de Chine au Bénin pour son précieux concours à une sélection objective des boursiers béninois du gouvernement chinois pour l'année académique 2018-2019. La Chine octroie chaque année au moins 30 bourses de formation aux étudiants béninois en licence, master et en doctorat, mais également des stages dans des domaines spécifiques. La représentante des récipiendaires, Oumou Eugénie Hongponou, a pris l'engagement au nom de ses pairs de rentrer et d'œuvrer à la construction du Bénin après la formation. Intéressons-nous à présent à l'état de nos routes. Le problème de l'entretien des infrastructures de cette nature-là se pose toujours dans la ville de Cotonou. Plusieurs axes routiers sont dégradés. Au carrefour Sika-Toyota, ce sont des nids de poules ou encore de gros trous qui empêchent la fluidité de la circulation. Fréjus Seolan et Denis Marouya ont fait le constat que voici. Cotonou, capitale économique du Bénin, nous sommes ici, au quartier Vedoko. À ce grand carrefour Sika-Toyota, la circulation est pénible. La dégradation du bitume est un calvaire pour les usagers de la route. Les automobilistes et motocyclistes avertis ralentissent dès qu'ils arrivent à ce niveau de la chaussée, effondrés par endroits et formant des nids de poules. Quant aux autres, surpris par la présence de ces trous, ils luttent pour maintenir l'équilibre. Mais tous n'ont pas toujours réussi. Évidemment, nous déplorons beaucoup de cas d'accidents. Beaucoup. Constater, à voir ce que nous rencontrons ici, des gens tombent parfois et on a eu des cas d'accidents un peu graves ici. La fois dernière, il y avait eu même un vieux qui est tombé, il a eu une déchirure crânienne. Donc nous exauçons le gouvernement, l'actuel gouvernement et son excellence le président Patrice Talon à y penser à cela. Parce que cela fait partie aussi de son plan de développement. Des nids de poules sur le bitume en plein cœur de Cotonou, la ville vitrine du Bénin. Pour les mototaxis de Sika-Toyota, la situation est regrettable. Tel que la voie se présente, ça ne donne pas le pays, ça ne donne même pas la ville, donc c'est déplorable. Et moi, j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai parlé sur plusieurs chaînes de télévision, mais depuis rien n'est fait. C'était hier, un jeune avec son djanana ne savait pas qu'il y a un trou la main, arrivé à descendre, au niveau du guidon là, ça s'est cassé. Ça, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Je parle en conscience de cause, c'est une réalité. Et allez-y voir les dégâts. Surtout, quand il pleut là, il y a une ostréance qui s'installe là. Et vraiment, ceux qui ne savent pas qu'il y a un trou là, ici peut-être, naïvement, et puis vraiment c'est déplorable, c'est déplorable. Toujours à ce carrefour Sika-Toyota, sur la deuxième chaussée, menant au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, la dislocation des pavés rend difficile la mobilité des véhicules. Juste à côté, la voie conduisant au collège d'enseignement général de Vedoko est dans un état de dégradation avancée. Les pavés n'existent plus par endroits et détruits à d'autres. Les dallettes des caniveaux, elles, commencent par céder. Le tout dans un environnement insalubre. Cela fait quelques jours seulement qu'ils sont en vacances, mais les élèves et écoliers sont déjà appelés à se soumettre à de nouvelles activités pédagogiques des vacances. Les enseignants organisent à l'intention des écoliers élèves des cours de renforcement pour la
période des vacances afin qu'ils puissent mieux préparer la rentrée académique à venir. Comment se déroulent ces cours de vacances édition 2018 dans les lycées et collèges? Les éléments de réponse, c'est dans ce reportage. « 9h ce vendredi 17 août 2018 au collège d'enseignement général de Godomain. Il y règne une bonne ambiance entre élèves et enseignants en situation de classe. Ce sont les cours de vacances. Concentrés, les élèves suivent religieusement les cours des enseignants. Voilà le constat fait dans certaines classes sillonnées au sujet de Godomain et de Zogbo. Loin d'être une rentrée scolaire où les apprenants sont en uniforme, c'est plutôt les cours de vacances qui ont pris corps et forme comme à l'accoutumée. Pour certains élèves, ces cours de vacances participent au renforcement de leur niveau. Je suis ici parce que je veux savoir en réalité ce qui est en seconde et me préparer davantage pour la rentrée. Moi, je suis venu pour suivre les cours de vacances, pour me renforcer un peu, pour savoir ce que je vais nouvellement apprendre. Les cours de vacances, souvent, moi, ça m'aide beaucoup. Des propos soutenus par le censeur adjoint du CEG Zogbo de Cotonou. C'est juste pour donner un avant-goût et de ce qui va se passer pendant l'année scolaire à nos apprenants pour qu'ils s'agressent mieux pour le défi qui les attend. Mais les enseignants s'inquiètent déjà du comportement de certains élèves. Ce qui me concerne en classe de seconde, je suis en seconde D, en seconde A. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à cause du BPC, ils viennent du BPC, ils se disent que ils vont se reposer. Ils n'arrivent pas vraiment à cerner comme cela se doit. Ce n'est pas de la blague, ils n'arrivent pas à cerner. Quand tu les envoies même au tableau là, difficilement ils vont au tableau, surtout ceux de la A. Mais je leur dis chaque fois, ceux de la A, je leur dis chaque fois que c'est ce qu'il faut jusqu'à arriver en terminale. Donc de cesser ces mauvaises habitudes-là en même temps. Tu vois que les enfants réagissent, mais ils sont un peu agités d'autre part. La question de l'effectif des apprenants au cours des vacances de cette année n'a pas laissé indifférent Amoussou Epiphane, professeur des SVT à la retraite, et Constantin Agbozo, censeur adjoint au CEG Zogbo. Le cours de l'année scolaire a fait que la fin des examens, le début des cours de vacances ont été pratiquement coincés dans le même créneau. Mais il faut noter que certaines promotions sont arrivées, mais par contre d'autres, parce qu'il faut voir par exemple que la proclamation des résultats du BEPC coïncidait avec le début des cours de vacances. Et le constat serait que dans la promotion seconde, l'effectif n'est pas au rendez-vous. Et par contre, en classe de troisième, vu les résultats, les enfants sont quand même arrivés relativement nombreux. Les cours de vacances se déroulent très bien et nos enfants dans toutes les classes sont venus et frotter leur cervelle contre celle des enseignants que nous avons recrutés pour les cours. Et je puis vous dire que tout se passe très bien. Les cours de vacances édition 2018 sont effectifs et prendront fin dans la plupart des collèges ce 31 août 2018. C'est tout pour le bulletin d'information. Un mot qui est revenu dans un reportage que j'aimerais quand même sur lequel j'aimerais revenir avec vous. On a parlé de nids de poules dans un reportage, mais nous l'avons vu des nids d'autruches. C'est vrai, ce qu'il y a à Carrefour Sika Toyota, c'est déplorant. On ne peut même pas accepter. C'est un Carrefour incontournable. Je ne comprends pas. Toutes les voies qui mènent vers ce Carrefour sont en état de dégradation. Quand vous venez, à part celle qui vient du rond-point de l'échangeur de Royro, qui arrive au Carrefour, à part cette voie-là, toutes les autres sont dans un état lamentable. Regardez dans la zone de la pharmacie Vedocor, nos confrères n'ont peut-être pas
filmer cette partie-là, mais c'est catastrophique. Pour quitter le carrefour, pour aller vers la pharmacie, mais c'est extrêmement dangereux. Non, ce qui m'énerve le plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que le directeur général des infrastructures passe toujours sur cette voie-là. Oh, et puis il n'est pas le seul. Plusieurs autorités, ils vivent. Il y a plusieurs autorités qui vivent à Bomé-Calavi et qui passent par ce carrefour-là. Et si vous voyez... Vous savez, quand on est en voiture, il suffit de serrer la gauche et puis on a évité ces grands trous-là. Vous avez dit serrer. Donc, au moins, il y a une petite déviation. Oui, donc, comme vous pouvez le voir sur ces images. Oui, et je pense que les téléspectateurs regardent avec nous ces images. Ce n'est pas bien. Il faudrait qu'ils prennent des dispositions pour pouvoir, dans la mesure du possible, et ceci dans un bref délai, réparer cette voie-là. C'est la jonction entre la voie qui mène depuis le marché vers la CEB. En face, là, vraiment, c'est une catastrophe. Voilà. Ce n'est pas bien. Voilà également l'autre côté, à côté du marché, vraiment, c'est une catastrophe. Ce carrefour, depuis, moi, je vais dire, une vingtaine d'années que je le fréquente, il y a toujours un problème à un endroit. Ça, c'est même bien. On va descendre encore sur le terrain. 10e arrondissement. 10e arrondissement en passant par le CG, le CG Verdocor. Non, on ne va même pas là. Okay. Du 10e arrondissement, il y a une voie pavée là. On passe par là, on tombe sur le CG Verdocor. Bien avant le pont, il y a un pont là qui est déjà en pleine dégradation. On quitte là, on ne prend pas... D'abord, ils ont fabriqué des carnivaux, des dos d'âne qui ne respectent pas les normes, qui ne respectent pas du tout les normes. Et puis, ils ont réparé encore une voie là actuellement, juste derrière la direction ou une structure de l'eau là. Mais si vous voyez cette voie, James William Bagidi, on ne peut pas circuler librement. Ce n'est pas bien. Il faudrait que les gens puissent, les autorités béninoises, en charge des infrastructures, des routes dans notre pays, puissent prendre leurs dispositions. Au moins, les carrefours phares de notre pays doivent être réparés. Quoi qu'il en soit, c'est une question de planification aussi, Aristide Setti. Il ne suffira pas de filmer pour que les autorités municipales bondissent comme ça arrive souvent. Non, mais il y a des routes qui demandent une procédure d'urgence. Comme on en a vu dans d'autres domaines. Merci Aristide Setti. Donc c'est la fin de ce bulletin d'information, une bonne fois pour tous. Oui, ça c'est pour aujourd'hui. Oui, on se retrouve demain, bien entendu. Demain pour... non, pas demain. Demain, c'est mercredi. Demain étant la fête de Tabaski que nous allons, bien entendu, célébrer avec nos amis musulmans. Vous savez, ici, à la Fondation Sievra, nous produisons de bons fruits bio, des oranges, des légumes aussi, en grande quantité. J'en ai acheté beaucoup et distribué à beaucoup de musulmans pendant le carême. Donc, je m'attends à être invité pour manger de la viande de mouton demain à partir donc, de 13h. Ce sera peut-être après avoir animé une émission spéciale sur le sujet. On verra bien comment ça va s'organiser. Dans un instant, nous allons maintenant passer la parole au conducteur de taxi moto Zemidjan. Le prétexte qui ouvre la voie au débat fait croisé de ce jour, le débat fait croisé portant sur la mort et la résurrection des personnalités politiques et des personnalités publiques au Bénin, quand la rumeur tue chez nous, quand la rumeur tue. Et ce prétexte-là, c'est le décès annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux de l'honorable Rosine Vieira Soglo, un décès qui était totalement faux et qui donc a abouti au retour, en tout cas d'abord une forte polémique à travers tout le pays. Des organes de presse s'en sont même emparés, notamment sur Internet, avant que le démenti ne vienne mettre fin à cette folle rumeur. Et puis maintenant, Rosine Vieira Soglo, la fin définitive de la polémique est là, elle est de retour. Et donc nous allons écouter le conducteur de taxi moto Zemidjan. Son nom c'est Casimir Bonou. Dans On vous aime, il a commenté le retour au bécaye de l'honorable Rosine Vieira Soglo. C'est un homme qui est donc dans le métier de Zem depuis l'an 2000, ça dit 18 ans maintenant. Voici ce qu'il dit du retour de Madame Rosine Vieira Soglo.
contacter le service commercial de Diaspora FM Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Maintenant, il y a mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. On m'appelle Bonou Kazmi le dollar. Moi je rends grâce à Dieu, elle est revenue. Le baobab, le mythe du Bénin. Celle qui à chaque moment fait la différence des choses est revenue. Je lui demande bonne arrivée dans son pays natal. Il pourra faire la différence des choses et nous éclairer davantage si nous sommes sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin, ou bien si nous sommes à l'abîme de notre dépression. Les Béninois qui ne veulent pas, et dont la présidente de Vieira Soglo gêne, ont souvent souhaité sa mort. Mais dommage, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend. Je demande à la grande mémé de continuer sa lutte. Tous les Béninois sont avec lui et vont lui rendre le témoignage autant opportun. Sa vérité, son baobab, il n'a peur de personne. Même avec ses handicaps, il continue. Je demande à tous les mémés de la suivre, de prendre un exemple. Elle n'a peur de personne. Elle dit la vérité. Elle dit toujours la vérité. Voilà, c'est une femme combattante. Comment j'ai oublié Madra Thatcher. Voilà, j'ai oublié son nom. You ready? Okay. Utoe kwiwe no nami onue na duwe Lo bava na gbale okwiwe no sewa Mawe kwiwe no nami onue na duwe Lo bava na gbale okwiwe no sewa Kole kwiwa numile su O baby tawele waboja pedo nuwepe Nuda koda kole kwiwa numile su Question sociologique ou question politique, nous parlons aujourd'hui de rumeurs. Nous parlons en particulier de rumeurs qui tuent. Ces rumeurs qui tuent les personnalités publiques au Bénin, mort et résurrection donc des personnalités publiques béninoises. Quand la rumeur tue, vous le savez, la rumeur c'est un ensemble de bruits, de nouvelles qui se répandent dans le public et le bruit le plus récent répandu dans le public et qui me permet d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est le décès annoncé de Rosine Vieira Soglo, décès démenti par la suite puisque l'honorable Rosine Vieira Soglo, bien sûr, elle a un certain âge, elle est allée se faire soigner en Europe, notamment en France, et elle est de retour au Bercail et vous l'avez entendu, le conducteur de taxi moto Zémijan s'est prononcé sur le sujet. Aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais aborder cette question avec deux invités, deux intellectuels de haut niveau qui ne sont pas des étrangers sur ce plateau. Il y en a un qui est plus habitué que l'autre, mais l'autre également a déjà abordé avec nous des questions d'éducation sur ce plateau. Il s'agit d'un philosophe et d'un spécialiste de la communication politique. En face, donc, l'un de l'autre, ils vont traiter avec nous ce sujet-là. Laurent Delors-Faton, c'est vous, le spécialiste de la communication politique. Bonjour. Bonjour, M. Bagui. Avec vous, nous allons traiter le sujet. En face de vous, il y a Apollinaire Soroumain, c'est bien ça. Et vous êtes philosophe, enseignant de philosophie. Oui. Et voilà, merci donc d'accepter mon invitation. Donc avec vous, nous allons parler de cette problématique de la rumeur et de ce que cette rumeur donne comme impact au Bénin. D'abord, cette définition de la rumeur que je viens de donner, cette information communiquée, qui est communiquée, qui est diffusée à grande échelle et qui se veut être une vérité. C'est ce que j'ai lu dans un document, qui se veut être une vérité et qui prend la forme d'une révélation. Est-ce que cette définition de la rumeur correspond à ce que vous auriez donné? Laurent Delors-Faton.
Vous savez, il faut, en dehors de la définition classique qui est générale, il faut toujours contextualiser toutes les définitions. Et dans le cas d'espèces du sujet dont nous parlons, il n'y a pas de révélation en réalité, parce que l'information finit par être toujours démentie par la suite. C'est-à-dire que c'est toujours parti de quelque chose. Vous savez, on dit chez nous, en langue goun, il n'y a pas de fumée sans feu, azamoti, mionguru. C'est parce que les gens ont toujours un brin d'information. Ou bien il y a toujours quelque chose qui les motive, qui les amène à commencer par lancer la lettre ou bien lancer une information. Si vous prenez le cas dont vous parlez, la rumeur est partie d'un fait. Elle était malade. Et c'est parce qu'elle était malade, elle est allée se faire soigner en France. Et le président Soglo avait lancé un communiqué dans lequel il a dit à la veille de l'indépendance que c'est parce que sa femme est malade qu'il ne serait pas présent aux festivités. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose sur laquelle les gens partent. Il y a toujours au moins un indice qui les amène à commencer par concorder ou bien à fomenter ce qu'ils font. C'est le plus souvent le cas. Et que les gens se basent sur, c'est pas de la rumeur, mais ils ont quand même une information mineure qu'ils essaient d'enjoliver pour aboutir à une fin. Mais ce dont il est question, il n'y a rien de nouveau. C'est comme une tradition que nous avons déjà quand même au Bénin. Je ne sais pas si c'est au Bénin parce que je suis resté au Bénin et je ne sais pas ce qu'il y en est dans les autres pays. Mais il y a une culture où on dit chez moi, c'est parce que c'est quand même pareil dans les langues, dans la culture du sud du Bénin, et Dirakouni. On a publié sa mort. Et c'est une constance qui se passe tant au niveau des acteurs politiques qu'au niveau des citoyens lambda. Il est arrivé plusieurs fois, depuis que nous étions enfants, qu'on ait publié dans le village ou bien dans le quartier que telle personne est décédée. Et il se fait plus tard qu'on dit qu'il n'est pas décédé. Et le plus souvent, il y a deux tendances. Soit les gens disent qu'il était mort et que par la suite, on s'est rendu compte qu'il n'était pas véritablement mort et qu'il s'est ressuscité ou bien qu'il était en transition de mourir, mais qu'il a fait retour. Donc on dit même que, parce que comme vous savez que nous avons quand même une culture beaucoup plus spiritualiste au Bénin, on dit qu'il est parti là-bas et les ancêtres ont dit non, vous revenir, tu n'as pas fini ta mission là où tu es. C'est-à-dire que c'est d'abord une question culturelle que nous avons. Et dans ce contexte, il est souvent dit, et c'est là où je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une idée un peu cachée derrière tout ce qui se... Est-ce qu'il n'y a même quelque part de la manipulation quelque part? Parce que... On va en arriver là un peu plus tard. Alors, vous, Apollinaire Sommet, est-ce que vous pensez que la naissance des rumeurs au Bénin prend la même forme que la rumeur d'un point de vue global, ou bien il y a des spécificités pour notre pays? Alors, merci, monsieur le journaliste. La rumeur, c'est difficile de dire qu'il y a une spécificité pour notre pays, puisque la rumeur de ce que je retiens par rapport à la définition que vous venez de donner, c'est une information incertaine, une information douteuse. Mais celui qui la donne a l'impression d'être sûr de lui. Celui qui la donne fait semblant d'être sûr. Fait semblant, c'est-à-dire il est dans la peau de celui qui dit la vérité. Mais intérieurement, il sait que ce qu'il dit a des coquilles. Alors, la rumeur naît peut-être d'une causerie ou quelqu'un qui n'est pas loin d'une causerie entre deux individus a un brin, c'est-à-dire quelques bribes d'informations. C'est-à-dire, il vous écoute, loin de vous, il vous écoute, mais il a capté quelque chose. Déjà, il fait de ça là un objet d'information. Je viens d'apprendre que. Ou bien, il est sûr que dans la semaine, il aurait ça. Il est sûr qu'aujourd'hui, il aura une telle nomination. Alors, j'aurais appris que tel est décédé. Maintenant, petitement, quand il commence par dire ça, il y a des esprits trop faibles. Des esprits trop faibles qui prennent cette information incertaine comme une vérité.
et que pour eux, il a cette habitude de ventiler des informations du genre, mais quand il vient cette fois-ci donner une information avec des preuves avec quelques preuves de causerie ou bien de celui-là même qui lui a dit, voilà, ces esprits faibles commencent par ventiler l'information, puisque eux, ils ont pris ça comme la vérité. Donc là, c'est cette information qui fait état de rumeurs voit le jour, et ça commence par être ventilé comme la définition l'a dit, un bruit de voix. C'est un bruit de voix confus. Absolument. Il faut ajouter, c'est une confusion. C'est une confusion parce que ça ne rend pas en fait certain. Lorsque vous avez l'information, mais vous appelez des gens, après on vous dit que ce n'est pas sûr, mais je vais encore appeler celui-ci, et d'un individu à un autre, vous constatez que vraiment c'est une rumeur. Voilà un peu. La spécificité au Bénin ici, c'est quoi? C'est que des gens peuvent créer des rumeurs. Au Bénin, on peut créer peut-être. Allez commencer par dire que je ne suis plus. Alors, pour peut-être vérifier sa popularité, pour peut-être vérifier... Ça fait partie des manipulations politiques de la rumeur. Nous allons y venir bien plus tard. Mais maintenant, déjà, j'aimerais que vous nous parliez, en votre qualité de philosophe ou d'enseignant de philosophie, du thème. Le thème principal de la rumeur au Bénin, c'est la mort. Il y a beaucoup de rumeurs, certes, vous avez parlé de nominations, vous avez parlé de choses et d'autres. Il y a des informations de tout type qui peuvent circuler. Mais un thème qui est très récurrent, c'est la mort. Pourquoi ce thème-là revient si souvent dans la rumeur au Bénin? La mort de personnalités publiques notamment, même si des personnalités lambda également peuvent être concernées. La mort. Ok. La mort... Si nous allons ramener la rumeur à la mort, et que c'est ce que nous observons quotidiennement, bon, je peux dire quotidiennement au Bénin, tu sais, vous savez, la mort, c'est quelque chose que tout le monde craint. Quel que soit l'âge, quel que soit votre âge, quelle que soit votre espérance de vie, personne ne veut mourir. Et à ce stade, lorsqu'on arrive à ce stade, lorsque vous traînez trop dans une maladie, dans la tradition africaine, soit on va consulter. Et le charlatan ou le consultant vous dit il y a des sacrifices à faire. Mais ces sacrifices peuvent aller jusqu'à vous demander de commencer par annoncer la mort de l'intéressé. Oui, de commencer par annoncer la mort de l'intéressé. Et cette rumeur que vous allez commencer par faire, c'est préparer d'avance. Mais c'est traditionnel. C'est traditionnel parce qu'il y a des petits sacrifices autour que vous faites d'abord, et après vous rentrez dans le public pour commencer par dire qu'il est mort. Mais dans certaines régions, on va même faire des cérémonies. On va même assister des semblances de cérémonies d'enterrement pour certains. Et qui ne sont pas morts et qu'on déclare mort. Qu'on déclare mort. Mais tout ça pour le ramener encore parmi les vivants. Parmi les vivants. Mais aujourd'hui, même si la tradition ne l'exige pas à certains, ils prennent par ce canal pour sortir des longues maladies. Je prends par exemple, entre-temps, nous avons appris, vous et moi, nous avons appris que le roi d'Aboumé est décédé, n'est plus. Mais après, on a constaté que c'était une rumeur. Alors, mais quand... Bon, entre-temps, il faut préciser que des années plus tard, il est véritablement décédé. C'est ça. Il n'est plus. Mais cela fait aussi que, mais lorsque
la réalité sur le tapis, il est difficile pour certains d'y croire. Je donne encore un exemple. Je prends, et enfin aussi, lui aussi est décédé. C'est l'artiste Daoué Duto qui est enfin parti. Ce n'est pas pour la première fois qu'on apprend qu'il est décédé. Non, ce n'est pas pour la première fois. Mais il était malade. Il a été malade mais ça durait. Mais ceux qui ne savent plus ce qui se passe là, réellement là, ceux qui ne savent plus ce qui se passe réellement là, est-ce qu'il est encore vivant ou est-ce qu'il est mort? On le cache. On le cache. Il faut commencer par peut-être dire qu'il est mort pour que la réalité sorte. Donc l'opinion béninoise est très intelligente et si elle ne sait pas ce qui se passe dans le couloir, ce qui se passe dans l'antichambre, commence par fabriquer des rumeurs pour avoir la réalité. C'est ça. Pour avoir la réalité. Donc du point de vue sociologique, c'est une technique. C'est une technique pour aller à la vérité ou pour aller au mensonge. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc il faut commencer par dire quelque chose. Voilà comment est-ce que ça se passe dans nos sociétés. Laurent de l'Enfaton, il y a donc au moins, en tout cas pour avoir suivi Apollinaire, deux usages de la rumeur qui sont des usages volontaires à ce niveau-là. Le premier étant, je vais dire, à visée thérapeutique et métaphilique pour ceux qui connaissent nos réalités endogènes au Bénin, utilisé donc comme moyen de guérison ou moyen de conjuration de mauvais sorts ou de maladies de longue durée. Mais il y a aussi que la rumeur serait utilisée comme technique pour découvrir la vérité quand on ne sait plus vraiment ce qui se passe autour d'une personnalité qu'on a perdu de vue. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? Vous savez, tout se trouve dans notre culture, dans notre langue, dans nos langues du moins. Dans nos langues, on dit souvent Edioku. Il a changé de mort. Et tu ne peux pas changer de mort tant que ta mort n'est pas annoncée. Parce qu'il y a une dimension anthropomorphisme de la mort. La mort est considérée comme une entité, un individu qui par période vient arracher les souffles de vie dans leur culture. Et quand on annonce que quelqu'un est mort, c'est une manière pour dire à la mort, on connaît que tu viens. Et quand on connaît que tu viens, personne ne veut être surpris. Et elle, de manière systématique, se retourne. Et on dit, je ne sais pas si vous avez fait le constat, souvent, ceux dont on annonce la mort, ils durent plus longtemps. C'est une réalité. Je ne sais pas s'il y a des études sociologiques ou bien intellectuelles ou scientifiques qui ont été faites sur la dimension. Mais le plus souvent, il y a quand même une opinion public généralisé qui dit que quand on annonce votre mort et que votre mort est rendue publique, vous durez plus longtemps. Et quand vous n'êtes pas véritablement mort, vous durez plus longtemps. Il y a une dimension non seulement thérapeutique, mais il y a une dimension beaucoup plus métaphysique de la réalité. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte parce que nous sommes dans un contexte donné. Il y a aussi une expression qui dit, et c'est Kumbo quoi. Quand tu entends le nom de la mort, tu ne meurs plus. Il y a tellement d'arsenal, il y a tellement de composants, il y a un système, une cosmogonie de la mort qu'on entretient. Et vous savez aussi que la mort est une dimension capitale de la vie en Afrique. Les deux vont de pair. On célèbre autant la mort qu'on célèbre la vie. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Parce que quelquefois, quand un grand homme meurt, on ne voit pas la dimension de pète exclusivement. On voit aussi la dimension festive. C'est vrai, ça peut avoir l'air de dimension carnassière. Absolument. Absolument. Mais nous célébrons la mort. Et quand une grande personne meurt, c'est une grande réjouissance qui s'annonce. C'est une grande fête qu'il faudra organiser. Et vous savez, il parlait des rois. Quand le roi va à Alada. C'est l'expression qu'on utilise. Oui, quand le roi va à Alada, quand le roi tire sa révérence, vous imaginez que ça fait 3 mois de festivités, de célébration de la mort. Mais on n'a jamais célébré l'intronisation durant 3 mois. Mais on célèbre 3 mois durant la mort du roi. Ça veut dire que quelquefois, la mort est une opportunité en réalité. C'est vrai, il y a l'expression carnassière, l'expression d'opportunité d'affaires. Et quand c'est une grande personnalité qui meurt, tant mieux,
on aura l'attente. C'est-à-dire qu'il y a une dimension festive de la mort chez nous. Oui, mais quand on l'a annoncé et qu'elle n'est pas vraie, la fête n'a pas lieu. Et j'en viens. Ça veut dire que d'abord, la mort n'est pas un problème pour autant dans notre culture. La mort est une banalité dans notre culture. C'est qu'annoncer que quelqu'un meurt, ça ne gêne pas pour autant. On dit il est mort, il n'est pas mort, d'accord. On voit, on dit c'est un fantôme qui est là, c'est un revenant. Il est revenu et ça passe. Si la mort était crainte dans la culture, annoncer que quelqu'un meurt ne ferait pas grand-chose. Et quand vous prenez l'affaire de Madame Vieira Soglo, Laurent Vieira Soglo, mais on avait dit que son mari est mort. Dans les années, au moins 2 fois. Dans les années 90, mais il est encore vivant. Absolument. Vous comprenez? On avait dit que Kérékou est mort dans ce pays avant que plus tard il ne meure. À Zoyoro, on a il est mort au moins 3 fois cette dernière année. Mais il est toujours là. Il est là. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'y a pas ce côté manipulation quelquefois? Je ne sais pas si c'est les acteurs même qui le font. Comme il a dit, il y a des recommandations thérapeutiques ou rituelles qui demandent qu'on le dise. Et il a été... C'est que cette réalité est bien connue. On fait le cercueil. Et de manière symbolique, on vous enterre. Et quand on dit que quand vous êtes enterré, vous revenez, à moins que ce soit la dette qui est plus positive. Mais quand vous faites ce rituel, vous en avez encore pour longtemps. Et c'est un rituel qui ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Est-ce que les acteurs politiques ne font pas aussi user? Parce que de ces stratagèmes, quelquefois, personne ne peut le dire. Mais il se peut, parce que qu'on le veuille ou pas, on aura beau aller à l'école du blanc, on aura beau avoir la culture occidentale, les Béninois sont culturellement ancrés dans nos réalités. Surtout quand la mort intervient, ou bien quand on sent que la mort venue, on est capable de frapper à toutes les portes. Parce que les Béninois feront le bon chrétien, le bon musulman et tout, mais quand il est question de vie, de trépasser, on court dans tous les sens. Même si vous ne voulez pas, la famille, les amis, ils ont dit, écoutez mon frère, cette histoire-là, on ne voit plus clair dedans. Toi, tu ne peux pas aller chez le Bokono. Moi, j'irai chez le Bokono pour toi. Et on ramène tout. Est-ce que ça ne répond pas à tout ça? Et le plus souvent, on n'annonce pas les morts des jeunes. Dans la culture béninoise, ce n'est pas pour les jeunes qu'on annonce la mort. Quand c'est pour les jeunes, c'est généralement que c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est déjà pour des personnes d'une dimension donnée. Et nous savons que ça, c'est un côté, je dirais, peut-être, de la magie noire africaine, de la sorcellerie. On dit que quand le vieux ne veut pas mourir, ils prennent la vie d'autres pour se renouveler chaque fois. Et ils chassent avec eux, lui donnent quelque chose à la mort s'en contente et lui continue de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas de ces stratagèmes derrière? Mais ce qui est sûr, et très sûr, cette dimension d'annonce et de publicité autour de la mort fait partie de notre culture. Et le voir comme une banalité serait trop naïf. Il y a quand même des réalités qui sont spirituelles, qui sont métaphysiques dedans, et ça fait partie du vécu quotidien. On ne peut pas, parce que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai donné des exemples dans la langue. Il y en a encore tellement d'autres exemples. Parce que nos langues renferment tout. Il faut toujours à l'intérieur de la langue pour dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait réellement pour que ça ne soit pas... Parce que, vous savez, il y a aujourd'hui... C'est comme si on dit quelque chose, on dit, c'est celui qui veut mourir qui a trouvé ceux qui va le tuer. Nous avons d'abord une culture chez nous, qui est sociologiquement ancrée. Mais les nouveaux médias que nous avons aujourd'hui ont aussi une culture de fake news. Oui, justement, et j'allais en venir à cette question-là. La facilité de diffusion aujourd'hui de la rumeur au Bénin, la rumeur de mort en particulier au Bénin, d'où procède-t-elle? Pourquoi y a-t-il tant de facilité dès que quelqu'un a inventé que l'autre est mort, dans les minutes, dans les secondes pratiquement qui suivent, l'information est passée déjà partout. Le décès prétendu de Roselyne Soglo, moi je l'ai reçu dans une quarantaine de groupes WhatsApp dans lesquels je me retrouvais. Et ça a circulé, mais avec une vitesse extraordinaire. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que j'avais voulu démarrer tantôt. Voilà. La rumeur ou bien les fausses informations sont consubstantielles aux nouveaux médias. Ça. Il y a des industries de fake news qui existent. Il y a des gens qui sont commis, qui ne vivent que de ça. Il y a de grosses entreprises qui ne font que ça. Leur boulot, c'est que tous les jours, on trouve des fake news, des informations fausses qu'on ventile pour faire de la désinformation. On fabrique ça de manière à ce que ça ressemble à de la réalité. Il y a des cabinets, des entreprises qui ne font que ça, qui ne vivent que de ça. Il y a des sites sur lesquels ils n'ont que ça. Et ils savent que ces fake news leur permettent d'avoir une popularité ou bien un auditoire assez élargi pour pouvoir vendre. Parce que, vous savez, tout ce qui est rumeur attire. C'est humain. Hein?
C'est ça le problème. Tout ce qui est rumeur attire. Et les gens savent que comme ça attire, vous allez voir souvent, vous allez voir, là où les femmes se retrouvent, ou bien là où quand même, ce qu'on appelle chez nous, papato, c'est tout des rumeurs. Mais quand il y a une rumeur, vous allez voir qu'il y a du monde, tout le monde, parce que du moment où personne n'est certaine de la vérité, tout le monde dit, mais si c'est de la vérité, on dit, mais il faut quand même aller chercher à comprendre. Et quand on dit, tu dois chercher à comprendre. Et ça attire. Et que les gens ont développé une conscience de rumeurs à travers les nouveaux médias. Et du moment où les nouveaux médias ont aussi développé une dimension, c'est pas de fake news, ça a trouvé écho dans notre culture. Notre culture avait déjà cette dimension qui est attachée à la mort. Et l'autre est devenu un relais. C'est-à-dire que ce n'est que c'est devenu, je dirais quoi, une opportunité pour pouvoir faire évoluer une information qui malheureusement n'est pas celle qu'on doit évoluer. Parce que il aurait fallu quand même qu'on fasse relayer des informations bonnes, qui attirent l'attention, qui apportent quelque chose de plus value. Ça n'apporte rien que de la déstabilisation psychologique. C'est ça. Parce que la dernière fois, quand moi j'ai suivi, je disais, mais c'est quoi ça? Parce qu'on le veuille pas, qu'on l'aime pas, cette dame, sa marque de fabrique dans ce pays. Qu'elle soit âgée ou pas, qu'elle soit opposante ou mouvancière, à des moments donnés, elle emmerde tout le monde. Absolument. Mais à des moments donnés, elle émeut tout le monde. C'est-à-dire qu'elle fait partie des personnalités les plus atypiques du système politique béninois. Et quand on dit ça, moi, franchement, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai tiqué. J'ai dit, elle va partir comme ça. Et après, je vois le message de Galiou, et après de Liadi qui dit que maman n'est pas morte. Une information dans la communauté des Émigamans. Il suffit que vous dites que vous passez une information, vous fabriquez quelque chose, que vous prenez un Émigaman, et vous lui dites que tu sais qu'il y a ça, il aura ça demain. Ou bien, tu sais qu'il y a ça. Les émotions sont des vecteurs. C'est un maillon. Diffusion de la rumeur. C'est un facteur énorme, gigantesque. À part les réseaux sociaux, que si vous voulez faire passer une information et qui va toucher les individus eux-mêmes, dans quelques minutes, il faut prendre un Émigaman. Sans chercher à comprendre ce que vous avez dit, sans avoir la preuve, il va partager et il va rougir les yeux pour dire que c'est vrai. Parce qu'il n'a pas la culture de la vérité. Et il n'a pas cette culture-là de l'investigation. De chercher à toucher le fin fond de la chose avant de dire que c'est vrai. Vous voyez, nous n'avons pas cette culture-là. Nous sommes éduqués, dans cette manière un peu analphabète, puisque l'école béninoise est plus une école familiale où c'est l'ensemble. Qui sommes-nous à été à l'école? Non, nous sommes minimes. Nous sommes minimes. Alors, dans cette condition, le paysan de Bouré ou bien de Tumi-Tumi, quand vous amenez une information, et la preuve c'est quoi? C'est cet environnement qui est pollué, c'est l'intellectuel. C'est l'intellectuel qui amène une information à l'analphabète. Mais l'analphabète n'a pas les moyens d'aller vérifier, mais il dit que c'est vrai. Donc, d'abord, l'environnement intellectuel est pollué de cette façon, et nous avons l'habitude d'aller contaminer les analphabètes, puisque c'est nous, en fait, intellectuels. Je dis nous parce que nous faisons partie de ce groupe-là d'intellectuels où nous voulons... Dès que l'intellectuel ne vérifie pas l'information et diffuse cela auprès de moins d'alphabètes que lui, cela circule encore plus vite. Cela circule encore plus vite. Et vous avez dit que nous allons arriver à un niveau tout à l'heure. Et c'est à ce niveau-là même que la rumeur a même sa valeur. Et justement, je vais commencer par poser la question à Laurent Delors-Faton. Est-ce que la rumeur n'est pas utilisée également comme ballon d'essai politique dans notre pays? Là, il ne s'agit pas seulement de rumeurs de mort, mais rumeurs de telle décision, telle activité à mener ou qui a été menée, telle position prise par un tel acteur politique. Ça se passe finalement également utilisé comme un ballon d'essai, et là vous avez parlé de manipulation. L'exemple le plus éloquent, c'est entre 2004, 2005, 2006, 2004-2005 avec le général Mathieu Kérékou. Quand il était question de réviser la Constitution, mais c'était une initiative du général.
mais qui a été lancée comme une rumeur. Et ça a enflammé tout le Bénin rapidement. Et quand on a vu qu'il y avait résistance, on s'est replié. On s'est replié de manière stratégique pour dire qu'on ne voulait jamais réviser la Constitution, alors que c'était quand même un projet bien outillé, mais qui a été inséminé par des rumeurs. Et quand on a vu que ça n'allait pas, et c'est pareil. Vous savez, on entretient politiquement la rumeur au Bénin. C'est là le drame. Et qu'on refuse de communiquer de manière officielle et on entretient la rumeur. On sème de la rumeur dans tout le pays et on vit sur la rumeur. C'est comme si, quelquefois, nous prenons très mal notre culture. Ou bien nous utilisons très mal notre culture parce qu'il y a des dimensions culturelles qui sont là. Mais c'est comme si nous avons un génie, excusez-moi de peu le terme, du mal, qui a tendance à prendre rien que le côté négatif de leur culture et en fait des outils de destruction, de manipulation ou de gouvernance. Mais personne n'a assumé que réellement il y avait une ambition à faire 3 mandats. Personne n'a assumé. Oui, c'est resté, c'est passé. Avec la gouvernance actuelle, les exemples sont légion. Il y a des rumeurs qui sont un peu partout. Par exemple, aujourd'hui, il y a quand même des rumeurs qui sont... La grande rumeur, c'est la rumeur par rapport au salaire des ministres. On a dit que c'est 16 millions. C'est resté, personne n'a jamais dit aux Béninois 16 millions ou 17 millions. Personne n'a dit. La rumeur est restée et ça a enflé. Après, tout le monde a oublié. Oublions-les. Même s'ils gagnent 16 millions, qui gouvernent le pays bien, ça va. Et on est passé. Et il y en a tellement. Et je ne veux pas quand même me mettre à lister les exemples. C'est devenu, il y a quelquefois des modes de gouvernance de nos acteurs politiques. Alors que la démocratie, par essence, est transparence. La démocratie, par essence, c'est l'information crédible et vraie. La démocratie, par essence, c'est la communication. On ne communique que quand l'on a l'information pour changer. Mais vous avez constaté que dans la démocratie africaine, en général, au Béninois en particulier, c'est que la rumeur reste, ça fait son temps, ça disparaît, et on passe à autre chose, ça passe. Et c'est devenu un mécanisme, non seulement de vérification de l'opinion publique, mais aussi un mécanisme de maîtrise de l'opinion publique. C'est resté, c'est un tas de notre société. Mais cet art, on en prend comme des outils pour gouverner, et c'est malheureux. Apollinaire Roumain, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la rumeur est utilisée comme un mode de gouvernance politique, comme le dit Laurent Delors Faton, ou bien il y a d'autres usages de la rumeur, parce que vous avez beaucoup parlé de manipulation. Voilà. Je ne veux pas trop dire que la rumeur est une mode de gouvernance. Je vais plutôt dire que la rumeur est une technique politique. Une technique politique. Une technique politique pour mesurer sa popularité ou pour mesurer la valeur d'une prise de décision. Alors, je donne un exemple. Nous avons assisté à l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle. Alors, bien avant ça, quelques jours avant la date d'expiration des anciens conseillers qui sont là, qui étaient là plutôt, qu'est-ce que nous avons constaté? Des gens nommaient déjà des individus. C'est-à-dire, on lisait pas mal de nominations. Et après les nominations réelles, certaines nominations viennent confirmer ce que la rumeur avait annoncé. Alors, après cette partie, nous avons encore assisté à une grande rumeur. Déjà, c'est l'opinion qui a déjà fait les élections et qui a élu le président de la Cour. On connaissait déjà à l'avance le président de la Cour. Alors, mais est-ce que là, il s'agit de rumeurs ou bien il s'agit plutôt de prospection, d'analyse prospective? Oui, la rumeur n'est pas loin des analyses prospectives. Ça peut être. Ça peut être. Et vous allez voir, des gens disaient déjà que, des gens présentaient déjà le président de la Cour, à l'image de celui qui est là. Maintenant, celui qui est là maintenant vient confirmer ce que la rumeur a dit. Pourquoi j'ai dit que c'est une technique politique? Alors, les politiques planchent les décors.
C'est-à-dire, il s'éclipse. Et maintenant, il met l'oreille aux fenêtres. Est-ce que la population va aimer ça? Est-ce que l'opinion va aimer ça? Mais dès qu'il fait les statistiques, il retient que ça veut dire que ce que j'ai lancé comme rumeur, c'est apprécié. Ça veut dire que je peux y aller. Alors, dès qu'il constate que ce qui est lancé là n'attire pas l'opinion du public, soit il fait un repli ou il arrange les décisions. Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai. Ça, d'aucuns peuvent dire que c'est une mode de gouvernance. Mais quand on prend la rumeur comme mode de gouvernance, ça ne va pas trop avantager. Bon, du point de vue, j'aurais souhaité que les politiques que nous avons constaté, on utilise la rumeur pour nous avoir, pour avoir la population. Donc on fait essai, c'est comme essai, on lance ça et puis après on analyse pour voir si on va faire ou si on ne va pas faire. Donc c'est purement une technique pour aller au peuple. Merci Apollinaire Sommet. Est-ce que Laurent Delors-Faton, vous pensez qu'au-delà du ballon d'essai politique, au-delà de la rumeur qui est utilisée comme stratégie de gouvernance politique, comme vous l'avez dit, est-ce que la rumeur n'est pas également utilisée comme un moyen de contre-gouvernance par l'opposition, c'est-à-dire par l'usage des intoxications? On a entendu notamment pendant les tentatives de révision de la Constitution qui ont eu lieu ces dernières années au Bénin, beaucoup de choses qui ont été dites contre ces tentatives de révision de la Constitution et qui ont dû refroidir l'ardeur de ceux qui auraient voulu que cette révision advienne. Vous savez, il faut que nous distinguions l'intoxication de la rumeur. Est-ce que l'intoxication ne donne pas dans la rumeur? Il y a des stratégies qui sont de l'intoxication pour pouvoir déstabiliser le vis-à-vis. Ça répond à une stratégie politique. On peut intoxiquer. Et là, ce n'est pas des rumeurs. Tout celui qui le dit avec certitude et à visage découvert. Ils le disent. Et ce n'est pas des rumeurs, ils le disent, ils l'affirment. Mais la rumeur, c'est que personne n'en est l'auteur. Parce que quand on parle de l'opposition sort une déclaration pour dire que le chef d'État veut faire si, ce n'est pas des rumeurs. Ils l'ont affirmé. Mais en affirmant, ils savent que ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Vous comprenez? Ça peut arriver que l'opposition le fasse. Et toutes les oppositions, depuis quand même 1994, je dirais, à peu près parce que l'opposition, Sogo a commencé en 1994. Toutes les oppositions ont utilisé cette stratégie, l'intoxication. Parce qu'ils savent que ils ont des informations qu'il faut, mais ils ont corroboré l'information à des fins politiques. Ça pas des stratégies d'intoxication. Mais la rumeur, personne n'assume jamais sa paternité. Et personne ne peut dire qui l'a dit, comment l'a dit, et qui. Personne ne veut l'assumer, mais tout le monde spécule là-dessus. Ça, c'est des rumeurs. Et quand il dit que c'est un mot de gouvernance, vous allez constater qu'avec les années, les rumeurs deviennent de plus en plus grandes et nombreuses. Vous allez constater que chaque régime, depuis 1994, je dirais quand même, les rumeurs augmentent en volume. Si par le passé, il y avait peut-être une rumeur qui passe par ici un jour, le lendemain, ça augmente. Ça augmente. Et que c'est devenu un mécanisme par lequel les gens gouvernent. Et je sais pas, alors qu'il y a normalement, dans toutes les sociétés, c'est là où nous pêchons quelquefois dans notre démocratie africaine. Il y a les institutions de sondage qui sont payées, qui font ce travail. On n'a pas besoin de semer la rumeur pour avoir l'opinion publique sur des sujets donnés. Mais justement, est-ce que le fait qu'il n'existe pas d'institut de sondage crédible dans notre pays n'est pas aussi la voie ouverte à ce Il en existe. Les gens sont formés pour ça. Confiez les missions aux gens, qu'ils fassent le travail pour vous. Mais s'il y a la rumeur qui ne coûte rien, mais là où le problème est qui permet d'avoir la réponse. Personne ne mesure réellement le taux par rapport à la rumeur. Il n'y a aucun baromètre. On se dit oui, parce qu'il y a Cotonou, les éminents en parlent, ils sont tous contre. D'accord, c'est dire bon,
les personnes ne sait si les éminents qui en parlent, étant un groupe représentatif de données, est-ce que c'est toute l'opinion? Parce qu'il y a des moments donnés, ce qui vous souviennent, quand on prend les élections présidentielles passées, où c'est des rumeurs intoxiquées et tout, personne ne peut nous dire réellement quel était le taux de pourcentage par rapport à telle ou telle rumeur. Mais à un moment donné, quand les médias ont commencé à relayer, quand certains groupes socio-professionnels commençaient à parler, on a dit oui, tout le Béninois est contre tel ou tel. Alors que s'il y avait des études de sondage qui ont fait le travail, ils peuvent nous dire ce qui se passe quand on prend les hymnes. En tant que groupe organisé, ils sont à tel pourcentage. Mais quand on prend les paysans, tel pourcentage. Et quand on fait le sondage, on va dire d'accord. Quand on dit l'information telle qu'elle est, si vous allez aux élections avec tel sondage, vous allez gagner. Et ça rend même difficile la gouvernance. Parce que les acteurs politiques, n'ayant pas des baromètres, des outils de mesure fiables, et se confirmant des rumeurs, on sait que c'est une rumeur. Et ils prennent des décisions qui, quelques années plus tard, se révèlent des décisions fausses. Et si on continue de toujours à faire recours aux rumeurs, nous allons toujours aller dans le décor. Il faudra qu'on commence par imiter ce qui réussit ailleurs. D'ailleurs, si dans tous les pays, la Chine qu'on soit aujourd'hui, s'ils réussissent parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas gouverner sur des spéculations, on ne peut pas gouverner sur le hasard, on ne peut pas gouverner sur les humeurs, il faut gouverner avec des baromètres fiables et scientifiquement vérifiables. Nous allons déjà bientôt finir cette émission, mais j'aimerais savoir si vous pensez, Apollinaire Souromain, si la rumeur peut être utilisée par certains comme une stratégie de victimisation, c'est-à-dire que l'on fait dire du mal sur soi pour se présenter aux yeux de l'opinion comme étant victime de calomnie, victime de poursuites ou victime de chasse aux sorcières. Vous savez, en politique, c'est d'ailleurs Victor Hugo qui qualifie les politiques ou les politiciens des messales. Si l'on sait que c'est des messales, ils font feu de tout bois pour réussir. Alors, et pour faire feu de tout bois pour réussir, on ne peut pas refuser de passer par la rumeur pour intoxiquer, pour se faire racheter par la population. Parce qu'on sait au Bénin que c'est lorsque vous êtes en conflit, vous êtes quand deux personnes sont en conflit au Bénin, on fait tout pour voir si c'est quel est l'élément qu'il faut supporter pour aussi rester dans son sillage. Donc le politicien ou le politique béninois ayant cette manière ou bien ayant constaté que vraiment la population analphabète aime ça, donc il peut passer par là pour dire vraiment je suis persécuté, je suis en train d'être chassé par un quelconque gouvernement parce que et pour ramener peut-être le peuple à lui, pour ramener le peuple à lui, pour ramener la population à lui, pour qu'ensemble qu'on commence pas encore critiquer peut-être le pouvoir en place ou un quelconque pouvoir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, c'est quand il y a la chasse aux sorcières, quand il y a des poursuites judiciaires, que entre-temps nous avons vu des marches par-ci par-là, des soulèvements par-ci, parce que on persécute ou bien on élabore soi-disant procédure judiciaire contre X ou Y. Oui, mais est-ce que la rumeur ne peut pas également être la suite ou la conséquence de ce que nous appelons au Bénin la béninoiserie, c'est-à-dire une forme de méchanceté qui se trouve au cœur de, paraît-il, chaque Béninois, et pour nuire à son voisin, on lance une rumeur sur son voisin. C'est là. On dit, par exemple, qu'il a volé quelque chose dans son service et puis il a été renvoyé alors que rien de tout ça n'est vrai. Et l'individu n'apprend pas. Il y a cette rumeur qui circule dans le dos de la personne qui n'apprend jamais une telle rumeur et qui donc n'aura pas l'occasion de la démentir. C'est rumeur et béninoiserie, philosophe. C'est là la spécificité. Rumeur et béninoiserie. Alors, la béninoiserie, c'est une manière béninoise de défier. Paraît-il, hein? De défier. Alors, lorsque par exemple vous êtes ici, c'est vous qui dirigez l'émission, ou bien je suis peut-être journaliste dans Eden TV, Eden TV, Diaspora FM, Diaspora FM.
je veux votre place. Je veux votre place. Mais je formule, en tant que Béninois, comme vous le savez, je formule une rumeur sur vous. Et que je sais que quand le chef ou bien le PDG de la station va apprendre ça, vous n'allez plus continuer dans votre poste. Vous voyez, le Béninois peut vous fabriquer une idée. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, le patron va se dire, si on a dû dire ça de lui, c'est que... C'est ça. Et aussi le patron dans cet système de béninoiserie, parce qu'il est éduqué aussi en ça, parce que le patron pouvait aussi vérifier. Mais parce que étant dans la culture, dans cette culture de béninoiserie, comme nous avons l'habitude de l'appeler, lui aussi devrait vérifier. Mais quand cette tradition le prend, il ignore toute vérification et il dit que vous avez tort. Et agit en conséquence. Donc, la rumeur et la béninoiserie, je crois, font bon ménage. Laurent de l'Enfant, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que ce que nous appelons au Bénin béninoiserie, ce n'est pas forcément une façon de jeter l'opprobre sur notre peuple, notre nationalité, au-delà de nos frontières? L'émission est suivie, mais il y a cette idée-là que le Béninois serait mauvais vis-à-vis de l'autre Béninois. En réalité, c'est l'humain qui est ainsi. Vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que rumeur et béninoiserie vont quand même très bien ensemble? Vous savez, j'aime toujours faire référence à la culture. Il ne faut pas que nous travertissions notre culture trop souvent. Ce que d'aucuns appellent béninoiserie, je ne partage jamais cette opinion, je ne la partagerai jamais. Ce que je sais, c'est que le Béninois est exigeant. Le Béninois n'aime pas l'à peu près. Le Béninois est tellement intelligent que le Béninois veut tellement, il est totalement exigeant avec son vis-à-vis. Et il veut quand même qu'on le considère, qu'on sache que sa place existe, c'est qu'il est là. Ça fait que quand il est en mauvaise posture par rapport à vous, il est capable de tout faire pour vous montrer qu'il existe. Il peut vous nuire, mais pourvu que vous ne dérangiez pas sa personnalité, que vous reconnaissez sa place. Tant que vous n'allez pas le faire, le bien vous montrer là qu'il est là, qu'il est aussi intelligent que vous. Et le plus souvent, c'est pour ça qu'avec la culture, vous avez dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Vérifiez tout ce dont on parle là. Quand on dit que le Béninois a calomnié quelqu'un, allez vérifier sur tous les aspects. Vous verrez, il y a toujours, même si c'est minime, il y a toujours une certaine posture qui amène l'autre à dire quelque chose. Il ne va jamais régner est nihilo. Mais là, il va ça peut être minime, quoi. Ça peut être minime. Mais il y a toujours un petit bout sur lequel il part pour pouvoir en faire une montagne. Et que c'est l'exigence du Béninois. Et tant qu'on ne va pas tenir compte de cette dimension béninoise du moins, pour pouvoir nous comporter, vivre, parce que c'est comme si nous voulons des extraterrestres pour diriger le Bénin. C'est comme si nous voulons que, alors que la société demande à ce qu'on travaille ensemble, c'est parce que l'autre est comme ça qu'il faut qu'on arrive à le connaître davantage pour travailler avec lui. On ne peut jamais trouver des gens ailleurs pour développer le Bénin avec nous, on va le faire ensemble. Maintenant, il y a une question qui est dangereuse politiquement, il faut qu'on y veille. Oui. Cette manière de victimisation que les acteurs politiques prennent, alors que je peux dire des gens incapables qui n'ont jamais rêvé de diriger un pays, ou bien diriger une commune, ou bien une localité, qui n'ont aucune compétence pour pouvoir gouverner, ou bien pour pouvoir avoir un poste, se mettre dans une posture de victimisation, alors qu'ils sont conscients en âme et conscience qu'ils ont tort quelque part. Ils savent que ce qu'on leur fait, ou leur reproche, est vérifié. Et comme on a une tradition à savoir que quand tu commences par être harcelé, montrer que tu es victime, on vient vers toi, on vote pour toi, on te soutient. C'est devenu une dimension stratégique politique. Je pense qu'il sera normal que nous, acteurs politiques ou bien intellectuels, on veille à ce que plus jamais ça ne se passe au Bénin. Que jamais on ne se base sur quelqu'un parce qu'il est victime pour l'élu, mais qu'on se base sur les compétences et les dimensions intrinsèques des individus à nous gouverner, à faire rêver le Bénin. D'où nous parlions de prendre d'un alphabétisme. Ça veut dire que ces rumeurs, il faut qu'on commence, c'est vous les médias qui allez faire le rôle. Il faut que vous commenciez par aider à dissiper ces rumeurs qui ont tendance à montrer que l'autre est victime, que l'autre il y a un bourreau. Il faut qu'on arrive à faire ce travail-là, nous intellectuels, vous médias, pour que plus jamais on nous vende du vide, qu'on nous vende des gens qui sont capables de pouvoir assumer des responsabilités hautes. Parce que si vous avez bien la société béninoise aujourd'hui, ça a commencé. On avait eu la même tendance en 2005.
On en a eu en 2011 et ça va commencer bientôt. Et comme des moutons de Panurge, on va se conduire encore tomber dans les pièges. Nous allons finir cette émission. Vous donnez question pour vous sur cette question. Comment trouver et sanctionner ces auteurs de rumeurs qui intoxiquent la société? Il n'y a aucun moyen. La rumeur fait partie de la société. Ça fait partie, c'est une dimension sociétale. On ne peut pas lutter contre la rumeur. Elle a sa place dans la société. Comme le mensonge a sa place dans la société. Comme ceux qui doivent dire la vérité. Tout est dans la société. Et c'est le mécanisme que nous avons à les conjurer, à les maîtriser. Et à ne pas en être victime qui nous aidera à nous en sortir. Mais personne ne peut lutter contre la rumeur. Ce serait une bataille inutile et vaine. Merci à vous. Donc, Laurent Delofaton, c'est votre dernier mot. Quant à vous, Apollinaire Songoumé, est-ce qu'on peut détecter ces fabricateurs ou ces fabricants de rumeurs et mettre fin à leurs pratiques? Bon, la rumeur, ça fait partie de la société. Il est difficile de mettre la main sur ceux qui apportent des informations incertaines. Alors, ce qui serait mieux, c'est de travailler à ce que la population analphabète cherche les preuves d'une rumeur avant d'y croire. Et ce travail revient à nous intellectuels. Et pour apporter une information aux populations analphabètes, il faudrait que nous, intellectuels, nous vérifions. Il faudrait que nous ayons les preuves tangibles avant d'apporter les informations. Alain Songoumé, vous êtes philosophe, enseignant de philosophie en particulier, et vous opiniez sur la rumeur au Bénin, mort et résurrection des personnalités politiques quand la rumeur tue. Au Bénin, vous étiez en face de Laurent Delofaton. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation et d'avoir, avec moi, conduit ce débat à très bon port. Merci à vous tous. Nous allons continuer cette émission. Dans un instant, ce sera le geek, c'est-à-dire le spécialiste des réseaux sociaux, justement, qui viendra sur ce plateau pour nous parler donc de choses que nous devrions savoir à ce sujet-là. C'est Modeste Rondet qu'on dit, bien entendu. Des applications se plantent à plusieurs reprises ou ne répondent plus. Que faire sur votre téléphone, votre smartphone? Dans un instant, ce sera avec Modeste Rondet qu'on dit. Voici maintenant, juste après lui, ce sera également la sélection du jour avec Ahmed Arepa. Voici Martin Eden qui se poursuit. Utoe kwiwe no nami onue na duwe Lo bava na gbale okwiwe no sewa Mawe kwiwe no nami onue na duwe Lo bava na gbale okwiwe no sewa Nudagole kwiwa numile su O baby toele waboja pedo nuwepe Nudagole kwiwa numile su
no nami onue na due Lubavo ina pahali ya kuiwe no sewa Mawe kuiwe no nami onue na due Oh C'est l'instant geek sur Matin d'Eden. Il y a un jeune homme qui s'est introduit dans ce studio et qui veut distraire le peuple. On ne va pas le laisser faire. Voici l'instant geek avec Modeste Rondé. Comment dit Modeste, bonjour. Bonjour James William Bagidi. Bonjour madame, monsieur. Ces mesdames et messieurs sont les auditeurs de Diaspora FM, la 102.3 et les téléspectateurs d'Eden Télévision. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de comment maîtriser nos smartphones et les applications qui sont dessus. C'est vous le webmaster, hein, c'est bien ça, non? Bien le sûr. Community manager et tout ce qu'on veut de Eden Télévision et de Diaspora FM. C'est grâce à vous que nous sommes présents sur Internet. Vous nous parlez aujourd'hui des applications qui se plantent à longueur de journée sur nos téléphones. Je vous avoue que sur le mien, j'en ai plusieurs qui ne fonctionnent pas avant quelques secondes. En tout cas, quand vous lancez l'application... secondes, c'est même mieux pour vous. Voilà, si bon, pas des minutes. Quand je dis secondes, c'est pas ça n'atteint peut-être pas une minute, mais parfois ça atteint plusieurs minutes. Il faut attendre et puis ça vous dit voulez-vous fermer l'application, il faut cliquer sur attendre, etc. Que faut-il faire, Modeste Rondé, pour corriger ce problème? Voilà, comme vous l'introduisiez si bien déjà, James, il y a bien sûr de ces soucis que nous rencontrons sur nos smartphones. C'est d'abord très fréquent pour ceux qui utilisent très bien les réseaux sociaux et les applications sur les Android. Vous allez constater qu'à des moments donnés, vous lancez une application par exemple et que ça vous met, l'application ne répond pas, il faut attendre, il faut faire ci d'abord ou bien il faut fermer l'application avant que ça ne reprenne. Tout ça là, ce n'est pas forcément lié à un dysfonctionnement de votre téléphone, mais peut-être que au niveau de l'application même, il y a un certain souci que vous allez régler pour que ça puisse commencer par marcher. Mais il faut aussi que nous tirons l'attention des téléspectateurs, des auditeurs surtout, les fans des réseaux sociaux sur quelque chose. Il faut aussi tenir compte de la capacité de votre téléphone. Parce que le tout ne suffit pas de faire ce que nous allons vous dire maintenant. Peut-être que d'autres vont faire et ça ne va pas marcher parce que déjà le téléphone n'est pas ou bien ne peut pas supporter un certain nombre d'applications. Mais voilà que vous lui demandez de supporter obligatoirement parce que vous en avez envie, vous en avez besoin. Vous voulez aussi être présent sur cette plateforme-là. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais il faut nous dire exactement quels sont les conditions ou les champs de téléphone, les capacités de mémoire et consorts dont il faut disposer pour pouvoir utiliser avec fluidité les applications. Vous nous direz tout, j'espère. Nous allons vous dire, mais quand même, ce ne serait pas quand même pour vous indiquer un tel ou tel téléphone. Non, mais il faut quand même, si vous voulez tourner des applications comme WhatsApp à plein temps ou Instagram, Snapchat et d'autres applications qui consomment, par exemple YouTube. Non, YouTube ne consomme pas trop. Des applications de vidéo, ce sont ces applications qui pèsent. YouTube, c'est une application de vidéo, non? Ah, bien sûr. Il consomme énormément d'espace. Bien sûr. Vous devrez vous disposer énormément d'espace pour pouvoir le faire. Mais le minimum déjà, si vous pouvez avoir votre téléphone qui tourne surtout sur RAM, ce que nous appelons mémoire RAM, d'1 giga, à partir d'1 giga et plus, là vous êtes au moins dans les trucs, dans les normes pour pouvoir tourner. Est-ce que les gens fabriquent encore des téléphones de moins d'1 giga de RAM aujourd'hui? Vous pouvez trouver très bien sûr sur le marché. Et il faut aussi un certain nombre de mémoire pour pouvoir stocker ces applications. Parce que vous savez, il y a ces applications qui ne vont pas directement sur les mémoires externes. Vous allez voir d'autres qui se plaignent, disent, voilà, j'ai par exemple 16 gigas de mémoire externe dans mon téléphone et puis mon téléphone me signale que ma mémoire est pleine. Pourquoi il n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est comme ça? C'est parce que l'application installée sur le téléphone fonctionne directement sur la mémoire du téléphone et non sur votre mémoire externe, c'est-à-dire la carte mémoire que nous insérons dans le téléphone. Bon, par cette étape, nous allons rapidement voir ce que vous allez faire pour si vous êtes confronté à ce genre de soucis, c'est-à-dire vos téléphones se plantent ou bien prennent du temps à répondre à une application que vous avez lancée. La toute première des choses, c'est que vous allez penser à
vider le cache de votre application, c'est-à-dire la mémoire temporaire de votre application. Maintenant, si vous videz le cache et que ça ne marche pas toujours, vous allez maintenant pouvoir vider le stockage même de l'application. Comment on vide le cache? Comment on vide le stockage? Nous allons voir tout ça là. Déjà, pour vider le cache et même procéder pour le stockage, il va falloir aller dans les paramètres comme vous allez voir à l'écran. Vous allez dans les paramètres et puis vous allez cliquer sur application et notification. Ça peut être application tout court pour certains smartphones. C'est pas forcément que vous devrez avoir application, appli et notification comme vous avez vu à l'écran là. Ensuite, vous allez repérer maintenant l'application que vous voulez supprimer. Si c'est WhatsApp par exemple, vous allez cliquer sur WhatsApp pour pouvoir accéder à son cache ou bien à sa mémoire de stockage. Là maintenant, c'est Skype que nous avions choisi pour vider le cache ou bien pour effacer le stockage. Maintenant, le cache, c'est ça, on conseille en première position parce que là, ça n'a pas d'impact sur l'application. Vous videz ça, vous relancez l'application, ça va pouvoir prendre et vous allez pouvoir l'utiliser. Maintenant, si après que vous ayez vidé le cache, vous constatez que c'est toujours lent, là maintenant, il va falloir effacer le stockage. Mais là, nous allons attirer votre attention sur quelque chose. Dès que vous videz le stockage, là, vous perdez tout. Vous perdez les données enregistrées. Voilà. Les photos, les audios, les vidéos, tout, on a tout perdu. Ce n'est même pas fini. Je suppose que vous videz le stockage de Facebook, par exemple. Pour vous connecter à nouveau à Facebook, vous allez devoir entrer tous vos identifiants. C'est-à-dire ça efface mot de passe et tout ce qui est enregistré. Pareil pour WhatsApp. Si vous videz le cache de WhatsApp... Vous nous proposez des solutions inutilisables alors? C'est pas inutilisable parce que ça vous permet en réalité de ramener l'application un peu comme restaurer à l'étape où vous avez téléchargé pour la toute première fois. C'est-à-dire c'est maintenant que vous avez téléchargé l'application. Et les conversations qui étaient en cours? Mais vous perdez ça. Ah non. Vous perdez ça. C'est mieux pour vous de pouvoir utiliser l'application à nouveau ou bien soit vous conservez vos conversations et vous n'avez plus maintenant accès à l'application. Les conversations sont là, mais vous n'avez plus accès à l'application parce que c'est déjà lent. Voilà, donc le recours au stockage, c'est en dernière position, c'est quand vous voyez qu'il n'y a plus possibilité pour vous, là maintenant vous allez pouvoir vider le stockage. Il y a autre possibilité, mais nous allons développer ça dans un nouveau numéro de Geek, peut-être le vendredi prochain, pour vous montrer, à part le cache que vous pouvez vider, avant d'aller sur le storage, il faut maintenant aller vider les gros fichiers, les fichiers lourds qu'enregistrent ces applications sur votre mémoire de téléphone. S'il s'agit de WhatsApp par exemple, s'il s'agit d'Instagram, Facebook, il y a un dossier sur votre téléphone que vous pouvez aller voir et vider d'abord ces fichiers et voir si ça ne va pas, si vos applications ne vont pas répondre. Mais pour l'instant, notez que pour la toute première fois où votre application se plante, pensez à vider le cache, la mémoire temporaire de votre application. Ensuite, vous pensez, si ça persiste toujours, au stockage de l'application. Et là, vous allez pouvoir utiliser votre application à nouveau. Voilà. Merci beaucoup, Modeste Rouné-Kondi, le geek. Vous êtes le geek, vous êtes le web manager, le community manager, le webmaster, et puis voilà, mais nous n'allons pas partir quand même sans rappeler rapidement à nos aimables auditeurs et téléspectateurs et aussi aux fans de nos plateformes numériques les adresses de la télévision. J'allais m'en charger à la fin, vous n'en faites pas. D'accord. Je rappelle tout de même ces adresses-là et ils peuvent nous retrouver grâce à l'hashtag sur les réseaux sociaux pour la télévision @Benin Eden TV et pour la radio @Benin Radio Diaspora FM. Sur YouTube, c'est inscrit tout simplement Eden TV dans la barre de recherche et vous avez la chaîne. Vous nous suivez en direct également sur le site internet de la télévision benin-eden.tv et pour la radio, benin-radio-diaspora.fm. Voilà. Merci donc Modeste Rouné-Kondi. Nous allons sans transition passer à ce que nous appelons ici la sélection du jour. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt aller directement au hit inter parce que il se fait qu'une très grande dame, mais une très très grande dame de la musique a tiré sa révérence. Son nom, Aretha Franklin, et c'est d'elle que va nous parler aujourd'hui Ahmed Arekpa. Je vous annonçais un jeune homme qui s'était introduit dans le studio. Ahmed, bonjour. C'est ça. Bonjour à vous, James William Bagedi. Bonjour Modeste. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs.
Aretha Franklin a attiré sa révérence. J'ai suivi plusieurs émissions sur elle. Une très grande dame, non seulement de la musique, mais également de la lutte pour les droits sociaux. Bien sûr, pour les droits sociaux aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Alors, Aretha Franklin, on en a un peu parlé sur le Culture Mag du week-end dernier sur ces mêmes antennes-ci. L'émission sera d'ailleurs en replay aujourd'hui à 22h, donc peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi pourront se rattraper. Mais en attendant, évidemment, pour dire quelques mots sur Aretha Franklin, c'est cette grande dame-là, qui aura marqué l'histoire de plusieurs générations quand on parle musique, mais évidemment aussi de défense des droits civiques aux États-Unis. À une certaine époque, par exemple, que je consulte un peu mes fiches, je pense que en 68, par exemple, figurez-vous qu'elle était classée la deuxième personnalité, afro-américaine la plus connue au monde, juste derrière un certain Martin Luther King. Dire que c'est une grosse icône, franchement, qui s'en est allée. C'est cette dame-là qui a inspiré un nombre d'artistes qui font aujourd'hui les beaux jours de la musique au plan mondial. Une certaine Angélique Kidjo, par exemple, qui vous dit que la première femme qu'elle a découverte sur, on va dire quoi, sur la pochette d'un CD, c'était celle justement d'Aretha Franklin, qu'elle a pour modèle, en tout cas pour ce qui concerne son côté engagé pour défendre un certain nombre de thématiques à travers ses chansons. C'est ça, Aretha Franklin. C'est aussi celle-là qui a reçu des hommages des plus grandes personnalités au monde, Barack Obama notamment, le président Donald Trump aussi, qui lui a rendu un hommage à sa manière à lui. Pas donné. Bien sûr, il faut savoir que justement Aretha Franklin, elle a chanté pour l'investiture de Obama, elle a chanté pour l'investiture de Bill Clinton, elle avait chanté aussi pour Jimmy Carter entre-temps, et quand Donald justement est venu au pouvoir, il a souhaité à ce qu'elle vienne chanter pour lui. Elle a refusé tout simplement. Mais il faut savoir quand même que les deux ont eu par le passé, on va dire, des rapports, puisque Donald, à un certain moment, était même démocrate et qu'il œuvrait dans le social, et Aretha qui était aussi dans le social. Ils ont eu justement à se fréquenter. D'où justement cette photo, je ne sais pas si certains l'ont vu sur les réseaux sociaux, qu'il a posté justement le président pour dire qu'à une certaine époque, ils étaient amis. Ils étaient amis et qu'elle a travaillé pour lui. Voilà, sa manière à lui de lui rendre hommage en tout cas. Je propose peut-être pour coller à cela qu'on suive une vidéo justement à travers laquelle on verra. Je ne sais pas si ce sera possible avec la réalisation. Vous verrez à un certain moment dans la vidéo un certain Barack Obama tout ému, pleurant carrément que de voir Aretha Franklin chanter. Là, elle proposait Natural Woman, You Make Me Feel Natural Woman, l'un de ses plus gros classiques. Et il y a Igor Rontondi, réalisateur en chef de l'émission, qui, au nom de toute l'équipe de réalisation, dédie cette chanson
de Aretha Franklin à toutes les femmes d'Eden Télévision Diaspora FM, en commençant par l'honorable Claudine Afiabi Prudencio, bien sûr, qui est la maîtresse, je vais dire, de maison, et donc, bien sûr à tout le personnel féminin de Eden Télévision de Diaspora FM. Bien un sûr. dernier mot avant que je Un dernier mot, ce serait de dire, peut-être de rappeler, il me paraît important de le dire, que Aretha Franklin, c'est celle-là qui a eu son premier fils à 14 ans. À 15 ans, elle en avait déjà 2. Son premier album aussi est sorti à 14 ans. Pourtant, elle a connu cette vie qu'elle a connue. C'est dire que oui, on peut fauter très tôt, mais c'est pas comme si c'était une fatalité. On peut toujours se rattraper. Elle était entourée, elle était bien entourée, elle a réussi à avoir un parcours exceptionnel. Cette chanson, You Make Me Feel Like a Natural Woman, c'est quand Aretha Franklin est décédée que j'ai su que c'était dans le répertoire de Aretha Franklin, parce que c'est une chanson que j'ai connue avec Céline Dion et Barbara Streisand, et que j'avais dans mon téléphone, et j'ai toujours eu, chaque fois que j'ai changé de téléphone, cette chanson est passée avec moi. Il y en a beaucoup d'autres, Respect par exemple. J'ai entendu des chansons qui ont été reprises. On en reparlera. C'est exactement, on en reparlera. C'est une très grosse perte. Bien sûr, à 116 ans elle est partie, avec plus de 61 années de carrière. Absolument. Donc il faut saluer ce parcours. Merci maintenant à tous ceux qui ont suivi cette émission. J'ai ajouté un petit mot en plus, parce que justement, le samedi dernier, on rendait un hommage à Aretha Franklin, mais il faut rappeler qu'il y a un monsieur aussi qui est passé sur ce plateau plusieurs fois déjà, je pense, à qui on a rendu aussi un hommage le week-end dernier sur le Culture Mag. Je parlais de qui est mort justement, Donatien Gbagidi, qui est journaliste culturel, qui est intervenu plusieurs fois déjà ici sur le plateau. Nous avons parlé de lui en début d'émission pour lui rendre également l'hommage qu'il mérite. Je reçois au nom de la famille les condoléances. La famille Gbagidi, justement. Bien sûr, je reçois au nom de la famille les condoléances de toute la communauté et de tous les journalistes. Nous n'aurions pas aimé finir sur une note triste. Donatien Gbagidi n'aurait pas aimé ça, encore moins. Je vous dis merci donc pour nous avoir suivis. Et à tout à l'heure sur la Musicale Info. Très bonne fête de Tabaski à tous les musulmans. Et nous nous retrouvons pour ce qui concerne cette émission le mercredi prochain avec encore plus de plaisir et encore plus de bonheur à partager. À bientôt. Ciao. Au revoir.